Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. À l'occasion de la tenue, il y a quelques jours, du Conseil supérieur de la magistrature, la question de la mise en place du Conseil constitutionnel refait surface et la polémique renaît sur l'intérêt, sur l'importance de cette institution. Question d'autant plus préoccupante que certaines institutions existantes depuis plusieurs décennies maintenant, à l'instar du Conseil économique et social, par exemple, apparaissent aux yeux de nombre d'observateurs comme des structures quasi inutiles. À quoi sert-il de continuer à multiplier les institutions dans notre pays? À quoi servent celles qui existent déjà? Ne sont-elles finalement que des structures de recasement de certains hauts commis de l'État à la retraite et qui sont restés fidèles au grand timonier national? Bref, toutes ces structures apportent quoi? Changent quoi? Et peuvent changer quoi dans le quotidien des Camerounais? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, j'ai introduit Jean-Baptiste Sipa. Bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir à nos téléspectateurs, merci. Voilà. Alors, vous êtes journaliste, éditorialiste. Je crois que vous devez faire pratiquement 50 ans de métier, si je ne m'abuse. Hein. Et puis, entre autres fonctions que vous avez occupées, vous avez été tout récemment encore directeur de publication du quotidien Le Messager. Merci Jean-Baptiste Sipa d'être venu échanger avec nous sur le plateau 237 le débat ce soir. Le plaisir est pour moi. J'ai introduit Martial Zanga, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, vous êtes analyste politique, en tout cas vous êtes enseignant à l'université de Douala. C'est à ce titre que vous êtes convié sur ce plateau pour analyser ce sujet avec nous. Vous intéressez beaucoup aux questions politiques et notamment aux questions à rapport avec les institutions politiques. Merci infiniment d'être venu. Merci également. J'ai introduit également Grégoire Campimo, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de venir partager avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous me faites en m'appelant assez souvent sur le plateau et j'espère que les sujets que nous allons aborder seront d'une certaine fierté et devront peut-être illuminer les uns et les autres. Et surtout, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous avez une formation un tout petit peu transversale, hein, c'est pour cela qu'on vous sollicite assez bien, que ce soit sur les questions de relations internationales ou sur le fonctionnement des institutions nationales. Vous êtes enseignant, PLEG, à la retraite. Vous avez enseigné pendant plusieurs décennies, je crois, 20 ans ou 30 ans si je m'abuse, l'histoire et la géographie. Une quarantaine. Voilà, 40 ans en plus. Merci en tout cas, Grégoire Campimo, d'être venu sur ce plateau. J'introduis le docteur Luison Essoma, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est un plaisir d'être toujours là lorsque vous sollicitez mon expertise. Voilà, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. C'est bien ça. Voilà, et puis vous êtes très intéressé par les questions en rapport avec le fonctionnement des institutions. Toujours, vous savez, Yaoundé, le professeur disait, la démocratie, c'est introduire non seulement les idées, mais aussi les institutions. Donc, je souscris entièrement au propos de ce professeur. Voilà, on parle donc de toutes ces questions tout de suite. Docteur Essoma, puisque vous avez la parole, je vous la laisse. Il y a eu récemment au Palais de l'Unité à Yaoundé une session du Conseil supérieur de la magistrature. C'est vrai qu'il y a eu un ensemble de décisions qui sont sorties de là, bon, qu'on peut considérer comme classiques, mais ce qui a davantage retenu l'attention des gens, c'est cette idée qui est revenue en rapport avec la mise en place du Conseil constitutionnel. Et on le sait, je parle sous votre contrôle, ce Conseil constitutionnel, lorsqu'il va être mis en place, va être composé de 11 membres. Il y a 2 qui sont proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, justement, 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale qui consulte les bureaux et 3 par le président du Sénat. Mais la question qu'on se pose, c'est, vous avez certainement écouté ce débat, cette polémique déjà qui n'est au sujet de cette affaire, certains députés ou certains parlementaires donnant leur avis là-dessus, pour indiquer qu'en réalité, ce n'est pas cela qui devrait davantage préoccuper la classe politique aujourd'hui, mais notamment la question de la loi électorale pour modifier cette loi électorale et permettre qu'on se prépare mieux pour la prochaine année électorale. Où se trouve le problème aujourd'hui? Est-ce sur, je veux dire quoi, sur le timing
la pertinence, ou le timing ou la pertinence de cette institution? Est-ce que ce Conseil constitutionnel doit être mis en place? Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas là pour régler les questions électorales, à mon avis. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution qui gère la carrière des magistrats. Et quand on parle de la carrière des magistrats, c'est-à-dire leur évolution dans le grade, leurs affectations, leurs mutations, et même c'est au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature que se prennent toutes les décisions relatives aux sanctions des magistrats. Donc, c'est un haut cadre d'excellence, j'allais dire, de gestion de la carrière des magistrats, comme je l'ai indiqué. Mais ce qui m'a davantage frappé lors de ce conseil, qui est d'ailleurs présidé par le président de la République, c'est à raison au regard justement du fait de ce qu'il est le garant de l'indépendance de la justice. Et au-delà de cela, il est le maître d'œuvre du fonctionnement des institutions de l'État. C'est la raison pour laquelle on évoque avec pertinence qu'il est la clé de voûte des institutions. Mais bon, ce qui m'a le plus marqué à la tenue de ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est beaucoup plus l'aspect lié à le choix d'un des membres qui fera des membres qui feront partie du Conseil constitutionnel. Parce que vous savez que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République désigne 3, parmi lesquels le président qui a voix prépondérante. Le président de l'Assemblée nationale en désigne 3, avec l'accord du bureau, ainsi que le président du Sénat. Et le Conseil supérieur de la magistrature en désigne 2. Mais ce qu'il faut indiquer au fond... Ces 11 sont ce qu'on appelle les membres statutaires. Oui, donc ce qu'il faut indiquer pour lever l'équivoque, c'est tout simplement que le président nomme tous les 11 membres. C'est-à-dire que les autorités diffèrent dans le mode de désignation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs autorités qui désignent, mais l'acte final est pris par le président de la République. C'est-à-dire que c'est celui qui prend l'acte de nomination. Ça veut donc dire que le pouvoir de proposition, c'est un pouvoir de proposition que font à la fois le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le Conseil supérieur. Qui ressemble très fortement à cet autre pouvoir de proposition du Premier ministre lorsqu'il vous formez le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, cet article, ce fameux article 10 alinéa 1. Donc c'est le Conseil supérieur donc, qui propose dans les deux, qui a la compétence de proposer 2 membres qui feront partie du Conseil constitutionnel. Donc il faut clairement indiquer que l'acte, le président nomme donc tous les 11 membres. Ça veut dire que les propositions qui sont faites par les membres du Parlement, c'est-à-dire le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les 2 qui viennent du Conseil supérieur, peuvent être récusés par le président. C'est la raison pour laquelle, en fait, on relève qu'il y a une monopolisation, une inféodation des membres du Conseil constitutionnel sous justement l'autorité du président. On va revenir là-dessus parce que je pose la question pour qu'on aille directement sur le Conseil constitutionnel. Mais comme vous avez soulevé cet aspect du Conseil supérieur de la magistrature, qui est également, on peut dire, une autre institution, il faut peut-être faire rapidement un zoom là-dessus avant de passer. De ce point de vue-là, là apparaît une autre, je vais dire quoi, cela laisse entrevoir une autre critique sur cette institution-là. Tous les membres, c'est vrai qu'il y a ces membres sont proposés. Il parlait alors de ces 11-là, qui sont proposés par ceux qu'on a indiqués tout à l'heure. Bon, ce sont des membres statutaires, parce que la Constitution, enfin, je veux dire, il y a des membres de droit aussi, notamment les anciens présidents de la République qui sont de droit membres du Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que là-dedans, dans la façon, dans le mode de désignation, ou bien de mise en place de ce Conseil supérieur, est-ce qu'il n'y a pas déjà, enfin, ou bien ce Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y a pas déjà un autre problème? Le fait que le président de la République les désigne, et il semble qu'ils ont un mandat de 9 ans. Oui, non, 6 ans, éventuellement renouvelable. C'est éventuellement renouvelable? Oui, le membre du Conseil constitutionnel, c'est 6 ans éventuellement renouvelable. Est-ce qu'il n'y a pas là déjà un autre problème au niveau de la mise en place même de cette institution? Je vais entamer mon propos en faisant une remarque qui vient du professeur spécialiste en droit constitutionnel ou en droit politique. Il a dit une chose très intéressante. Il a dit que le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. De l'indépendance de la justice. Que l'exécutif. Laquelle justice est rendue au nom du peuple camerounais. Laquelle justice est rendue au nom du peuple camerounais. Laquelle justice est prétendue être un pouvoir. Si donc, d'après les déclarations du professeur, qui concordent à la réalité, le président de la République, chef
de l'exécutif et celui-là qui est garant de la justice dans le pays, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Il porte en ce moment-là une casquette principale et il s'immisce dans une autre casquette qui devrait être totalement indépendante de lui parce que la justice est la justice de tout le monde et lui également, il est justiciable. Je ne pense pas. Vous voulez remettre en question, vous voulez remettre sur la sellette la notion, la question de la séparation stricte des pouvoirs, Mais justement, qui est en réalité un pilier important de la démocratie. effectivement, et c'est dans ce sens qui serait, lorsqu'on va entamer le débat sur les différentes institutions et leur mode de fonctionnement, il est difficile, à l'heure qu'il est, de dire qu'au Cameroun, on a des institutions qui obéissent au créneau directeur des institutions dans des pays démocratiques, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Alors, Marshal Zanga, est-ce que vous comprenez cela? Parce que là, si on prend le Conseil supérieur de la magistrature, si on prend le Conseil constitutionnel, ce sont des institutions qu'on peut ramener très facilement dans le giron du pouvoir judiciaire. Et est-ce qu'à ce niveau-là, justement, en prenant les insuffisants ou les critiques qui ont été formulées contre ces deux institutions-là, est-ce que cela n'amène pas à s'interroger justement sur la pertinence de ces structures qui finalement sont comme des instruments aux mains de l'exécutif pour agir ou bien pour, je vais dire quoi, pour prendre un certain nombre de décisions. Vous savez qu'après la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, avec notamment la décision qui a été prise de remettre à la retraite l'avocat général Paul Aya, certains estimaient que c'était davantage une décision politique, estimant par, entre autres, qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est en novembre-décembre qu'il devrait atteindre l'âge de la retraite, mais entre-temps, on l'a mise à la retraite parce qu'on voulait régler une question politique. À côté de cela, il y a même la tenue, la régularité, la tenue même de ce Conseil supérieur de la magistrature qui fait problème. Est-ce que pour tout cela, les citoyens ne sont pas, je vais dire, dans leur droit, certains citoyens, de faire observer qu'ils ne comprennent pas très bien le sens de ces institutions et l'importance de ces institutions? Disons très rapidement, pour mon point de vue, pour revenir d'abord sur le cas du magistrat Poulaya, je pense qu'il est très outillé sur les procédures judiciaires, si tant il est que son droit a été violé, de saisir qui de droit pour avoir une réparation. Je ne voudrais pas revenir sur ces débats, je voudrais plutôt rentrer sur la relation qualifiée d'incestueuse qui pourrait exister entre l'exécutif ici et le judiciaire, pour dire, en reprenant le débat qui avait cours tout à l'heure, que de mon point de vue, le président de la République est garant de la Constitution. Alors, lorsque il veille au respect de la Constitution. Oui, il est garant de la Constitution, il est garant de l'indépendance de la justice. Et je veux dire que cette prérogative se situe au prolongement, n'est-ce pas, de sa fonction d'arbitre, de sa fonction de celui-là qui veille à ce que l'ordre constitutionnel qui a été mis en place par la Constitution soit respecté. Cet ordre constitutionnel qui a érigé, n'est-ce pas, la juridiction. Donc, il me semble que de ce point de vue, lorsqu'on dit le président de la République est garant de l'indépendance de la justice, ce n'est pas pour dire qu'il s'immisce dans les dossiers judiciaires. C'est simplement pour dire que il doit veiller à ce que les institutions dont il a la charge, c'est-à-dire les institutions qui relèvent du pouvoir exécutif, ne s'immiscent justement pas, n'est-ce pas, dans le travail judiciaire, et en cela donc il garantit l'indépendance de celui-là. Maintenant, pour revenir à la question de la désignation, si vous voulez, de l'élection, le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, je voudrais dire que c'est une tradition dans les pays de tradition libérale, n'est-ce pas, que les membres du Conseil constitutionnel soient désignés, n'est-ce pas, par une sorte de schéma qui fait en sorte que un certain nombre de corps y participent, notamment le corps supérieur de la magistrature. Mais pour moi, ce n'est pas tant dans le mécanisme de désignation que le débat devrait se poser. Il me semble, et c'est mon point de vue, que le débat devrait plus se porter dans les capacités réelles, en tout cas du point de vue de la loi constitutionnelle, de ces institutions à accomplir le mandat qui est le leur. C'est-à-dire les degrés de dépendance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du pouvoir exécutif. Oui, mais justement, dans le contexte... estime que le mode de désignation peut avoir un impact sur la production
la production de cette institution. Ce n'est que par présomption. Ce n'est que par présomption qu'on peut l'imaginer. La vérité, c'est que pour ce qui est de la justice, on sait que le magistrat, n'est-ce pas, dit le droit en âme et conscience. En âme et conscience. Donc, il ne saurait y avoir, dans la personne du magistrat qui officie, n'est-ce pas, quelques partialités ou, si vous voulez, quelques appétences avec les membres du pouvoir exécutif. En tout cas, tel est le cas. Maintenant, si on part sur les présomptions en se disant, puisque c'est le président qui désigne, alors ils lui sont inféodés, je dis que c'est un peu trop vite et c'est un peu trop court de mon point de vue. Alors, Jean-Baptiste Sipa, quelle analyse que vous faites de cette question-là? Où se trouve fondamentalement le problème? Au niveau de la capacité de ces institutions-là à apporter une plus-value dans la gouvernance et donc de répondre de façon directe ou indirecte aux préoccupations des populations, ou sur leur vacuité du fait peut-être d'une vie politique qui ne soit pas fondamentalement animée à cause peut-être du caractère pratiquement monocolore de toutes ces institutions-là. Parce qu'on a parlé du Sénat, on a parlé de l'Assemblée nationale, qui pour la plupart sont des institutions qui fonctionnent comme elles fonctionnent. Où se trouve, de votre point de vue, le véritable problème? Moi, je crois que ça se trouve dans les deux aspects que vous venez de signaler. Et je suis content ici de ne pas parler comme les scientifiques qui m'entourent, mais comme citoyen, pour dire que c'est une situation qui pose véritablement le problème de la vérité du discours au Cameroun, du discours politique et du discours démocratique au Cameroun. Vous comprenez? Lorsque vous avez un président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice, mais qui gère le fonctionnement des magistrats, lesquels sont supposés jouir d'une certaine indépendance dans leur activité quotidienne. Ils sont gérés par quelqu'un à qui, matériellement, ils doivent tout. Et on dit que c'est cette personne-là qui est en même temps garant de la justice. C'est une chose. La seconde chose par rapport aux nominations à la Cour constitutionnelle, c'est que est-ce que dans un pays ou dans une démocratie, une république, où il n'y a pas de séparation des pouvoirs, est-ce que vous pensez que c'est démocratique qu'un chef de l'État qui est chef de son parti et donc qui de ce fait-là est en réalité le chef de l'exécutif? Vous savez que moi je ne suis pas théoricien de la chose, mais en République, le chef du gouvernement est supposé être le chef du parti qui a gagné les élections. Ça, c'est ça que moi je vois dans la pratique démocratique. Lorsque vous êtes un parti, vous qui avez gagné les élections, vous êtes président de la République, élu au suffrage universel, c'est-à-dire par l'ensemble des Camerounais. Et que vous exercez vos fonctions en tant que chef de votre parti. Est-ce que vous êtes encore qualifié pour mettre en place des institutions au service de l'ensemble des Camerounais? Oui, ce qui apparaît dans notre système démocratique, parce que toutes les institutions dont nous parlons sont des instruments d'un système démocratique. Pour que ces instruments fonctionnent démocratiquement, c'est-à-dire avec la participation du peuple souverain, il y a quand même des conditions de garantie des libertés, qui sont même des libertés relatives. Parce que quand on parle de séparation de pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il y a des murs. Ça veut dire qu'il y a une interdépendance entre ces institutions. Cette interdépendance nécessite des espaces d'expression, de liberté, de droit et tout ça, et de responsabilité. Quand tout cela est concentré entre les mains d'une personne, fût-il le Dieu créateur, quelque part,
Il n'y a plus d'espace pour le fonctionnement des institutions qui sont l'expression de la souveraineté populaire et que le peuple met en place pour les services publics. Alors, docteur Issoma, sur l'analyse que fait Jean-Baptiste Sipa, qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes théoricien de ces questions-là? Il fait une analyse sur un plan pratique, hein, j'ai failli dire pragmatique. Alors maintenant, est-ce que ce débat-là, je veux dire, est-ce que c'est une présomption, comme a indiqué tout à l'heure M. Zanga, ou bien de fait, de facto, effectivement, il y a un problème qui se pose au niveau de l'interdépendance des pouvoirs et d'une peut-être quelconque suprématie du pouvoir exécutif sur les autres institutions et qui peut donc finalement donner l'impression aux populations que ces institutions-là ne valent pas grand-chose. Permettez-moi de revenir sur l'affaire Aya Biné parce que c'est un des points saillants qui permettra de comprendre. Je dois pouvoir indiquer que la mise à la retraite de ce haut magistrat n'est pas un acte politique. Parce que vous savez qu'à la lecture des tests spéciaux et particuliers du régissant le corps de la magistrature, il est indiqué que à mesure que vous évoluez dans le grade, le nombre d'années de service s'accroît. C'est la raison pour laquelle Aya Biné, magistrat hors échelle, elle va donc à 65 ans. Parce que les magistrats de premier, deuxième, troisième vont à 58. De troisième, quatrième grade, ils vont à 60. Et maintenant, hors hiérarchie, ils vont à 65 ans. Or, Aya Biné, à l'espèce, à 67 ans. Et vous savez que dès que vous allez à la retraite, il y a donc des possibilités de reconduction. C'est-à-dire que vous demandez une prorogation qui est de 2 ans renouvelable une fois. Or, dans l'état actuel de la situation d'Aya Biné, il est donc impossible pour lui d'initier une demande de prorogation spéciale. Et vous savez qu'une prorogation spéciale est un acte discrétionnaire du président. D'ailleurs, dans notre contention administratif, les arrêts autopondis l'ont démontré à suffisance qu'un acte de prorogation est un acte de pure faveur. Maintenant, pour revenir à la question... Lorsqu'on parle d'acte discrétionnaire, on est définitivement sur le champ politique. Hein? Non, bon, on peut l'évoquer. On peut l'évoquer. Je dis bien, on peut l'évoquer, mais je viens de vous donner la situation du droit en la matière. Maintenant, je voudrais pouvoir indiquer que la désignation des membres du Conseil constitutionnel sur le fondement de la nomination, pour moi, me pose un problème. Me pose un problème parce qu'il y a là une réelle inféodation, une monopolisation des membres du Conseil constitutionnel. Et vous savez déjà que sur la base d'une nomination, les acteurs qui sont nommés sont inféodés, sont liés à l'autorité nommante. Ça fait donc de sorte que ici se pose de manière claire la question du devoir d'ingratitude. Oui, mais docteur Issoma, ils peuvent être nommés, mais bénéficier a posteriori de, je veux dire quoi, d'une indépendance, d'une autonomie qui leur est conférée par les textes réglementaires. Oui, comme ça se fait dans d'autres démocraties, par exemple. Duval, c'est ce que je voudrais indiquer en disant que ce n'est pas parce que la composition est politisée que les décisions auront un caractère politique. Je voudrais indiquer que sur l'aspect matériel du Conseil constitutionnel, qui relève déjà l'aspect de ce que le Conseil est une juridiction, ça c'est l'aspect matériel, et l'aspect formel sur l'autorité de la chose jugée, sur ces deux aspects, donc, le Conseil constitutionnel est une véritable juridiction. C'est-à-dire que les nommés peuvent se départir de la casquette politique de base de leur désignation, de leur nomination, pour justement dire le droit. Et en cela, ils vont dire le droit, puisque le droit est dit au nom du peuple camerounais. Donc moi j'indique que le seul fait que ces membres soient entièrement nommés, vous savez, la nomination crée un rapport d'hiérarchie. Et donc il y a hiérarchie, il y a là ce qu'on appellerait un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire qu'il sera difficile pour un magistrat qui est nommé de juger le président de la République. Surtout qu'après avoir été nommé, docteur Grégoire Kamkumo, surtout qu'après avoir été nommé, on n'a pas le sentiment que les dispositions légales lui permettent d'acquérir une réelle autonomie, une réelle indépendance qui lui permettent justement de pouvoir de pouvoir se libérer ou bien de rendre des décisions de façon libre et autonome. Est-ce que ce n'est pas aussi là l'un des aspects de la question? Mais pour être beaucoup plus pratique, ce Conseil constitutionnel qui est attendu et qui va peut-être être mis en place là,
en tant que citoyen, il faut en attendre quoi? Lorsqu'on parcourt les textes, on indique que le Conseil constitutionnel juge de la constitutionnalité des lois, entre autres, donc des traités internationaux, des règlements intérieurs, des différentes chambres, mais surtout proclame les résultats des élections. Alors, c'est que jusqu'ici, il y avait une Cour suprême qui faisait déjà office le Conseil constitutionnel. Et la question que le citoyen lambda se pose, c'est de savoir qu'est-ce que ce Conseil constitutionnel va apporter de façon pratique dans le fonctionnement des institutions et quelle va être la plus-value par rapport à la gouvernance et à l'amélioration de la qualité de sa vie. Est-ce que cette préoccupation est la même pour vous? C'est une préoccupation fondamentale pour la nation. Et en référence aux propos du professeur Essamba tout à l'heure, sur le fait que la mise en retraite, ça c'est une parenthèse avant de répondre à votre question, la mise en retraite de l'avocat général Paul Ayabine n'a pas un caractère politique. Moi, cela me fait sourire. Sa mise en retraite a un caractère politique dans la mesure où il y en a qui sont plus âgés que lui et qui restent encore en fonction. Et puis, je devrais relever au professeur que rien que le fait de l'avoir kidnappé comme un vulgaire citoyen, sans tenir compte de ce qu'il a comme honneur et prérogative avec son rang d'avocat général, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le droit, l'avoir appréhendé comme ça a été fait, en violation de la loi, c'est-à-dire que la personne, comme vient de le dire le professeur à côté, chargée d'éveiller à ce que la justice se fasse dans les normes, dans les règles de droit, devrait se préoccuper de la manière dont l'avocat général a été arrêté et écroué parce qu'il y a une violation flagrante du droit, le droit élémentaire. Eux, ils le savent. On n'a pas tenu compte de ça pour des raisons politiques. Il faut le dire. Et donc, de votre point de vue, ça jette davantage le doute sur la pertinence, l'efficience du fonctionnement de cette justice et donc de toutes les composantes de cette justice-là. Je vais en répondre et en tenant compte de la remarque de mon grand frère ici à côté. De ce point de vue, on voit là directement l'immixtion de l'exécutif. Et pour y répondre, la Cour constitutionnelle, qui est une institution... Le Conseil constitutionnel, précisément. Le Conseil constitutionnel, qui est une institution moins importante que le Conseil constitutionnel, devrait avoir sa place bien réglée. Sa place devrait se trouver dans le judiciaire. Et ce judiciaire devrait être un pouvoir structuré. Et ce pouvoir structuré devrait avoir des interactions avec l'exécutif, mais pas des interactions de soumission ou de domination, comme c'est le cas présentement. En réalité, il y a déjà quelque chose d'anormal que le Conseil supérieur de la magistrature se tienne à la présidence. Quand le Conseil supérieur de la magistrature se tient à la présidence, le président du Conseil, c'est le président de la République. C'est-à-dire que pour vous, déjà, du point de vue symbolique même, il y a un problème. Mais justement, il y a un problème. Que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, que le vice ou l'adjoint soit le garde des Sceaux, et que tous deux soient de l'exécutif. Cela veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une structure, une institution suffisamment importante dans la nation, peut-être n'a pas encore l'âge ou les différentes
les différents éléments capables de pouvoir lui donner cette autonomie, de se pourvoir des différentes personnalités capables de pouvoir structurer cette institution. Alors, Marcel Zanga, qu'est-ce que ce Conseil constitutionnel va apporter de façon pratique aux citoyens lambda? Lorsqu'on parcourt le texte, on dit que c'est le Conseil constitutionnel qui est juge de la constitutionnalité des lois, que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats des élections. Il y a encore une autre formule un peu barbative pour le citoyen ordinaire. On dit que le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions. Et puis, le citoyen lambda qui écoute, il se dit, à quoi rime tout ça? Ça lui apporte quoi? Alors, d'abord sur le point qui a été évoqué tout à l'heure, concernant le fait que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, je voudrais rapidement indiquer que, à la vérité, la justice comme pouvoir, c'est la prérogative qui a été assignée à une institution pour trancher les litiges sur la base du droit, c'est-à-dire des actes qui sont pris par le pouvoir législatif. Nous sommes là sur une perspective purement contentieuse. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature est une instance de gestion de carrière, donc qui ne touche pas matériellement à la sphère d'activité qui est reconnue au pouvoir judiciaire. Je peux comprendre qu'il puisse exister entre les deux, n'est-ce pas, des enjeux, ou alors, si vous voulez, des influences, mais je voudrais dire que ces deux domaines distincts, en ceci que le Conseil supérieur de la magistrature a une mission, a une fonction qui n'est pas foncièrement rattachée à la fonction de dire le droit, de trancher les litiges, de gérer le contentieux au sein d'un État. Mais quand je dis cela, comprenons-nous, Marcel Zanga, sur cette question-là. Vous dites que gère la carrière des magistrats. Les magistrats sont de l'ordre judiciaire. Je suis d'accord avec vous. Donc, maintenant, quand on dit gère la carrière des magistrats, ces magistrats qui sont de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire qu'on est en face du service administratif de la justice. Service administratif de la justice. Pendant ce Conseil supérieur la fonction. Oui, je suis d'accord avec la magistrature, pour certains, est considérée comme une forme de tribunal. Puisqu'effectivement, il y a des magistrats qui sont jugés. Oui, ils sont jugés pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, par un Conseil constitutionnel qui est dirigé par le président de la République, chef de l'exécutif. Oui, comme qui est le président de la République est le chef des services administratifs. Les services publics ont pour chef le président de la République. Le service public de la justice, c'est de ça que je parle, dont l'une des chevilles ouvrières est le ministère de la Justice, et le garde des Sceaux, en cette qualité, siège au Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans le prolongement d'une instance de corporation. On pourrait parler, n'est-ce pas, au niveau des universités, du Conseil supérieur du Conseil de l'enseignement supérieur. C'est pour dire en réalité que le champ matériel, et je voudrais insister là-dessus, qui est attitré au Conseil supérieur de la magistrature, ne touche en rien, en tout cas de manière directe, de manière immédiate, n'est-ce pas, à la sphère du pouvoir de trancher les litiges, que ce soit les litiges de nature électorale ou les litiges de nature civile ou répressive. Donc, quand je dis cela, je voudrais revenir à la question que vous avez posée. Très bien. Alors, quel peut être l'intérêt de l'avènement d'un Conseil constitutionnel pour le citoyen lambda? Je voudrais dire qu'il y a tout intérêt à la mise en place du Conseil constitutionnel, et je reprends là une expression qui a été utilisée par le grand frère en face, parce que le Conseil constitutionnel est un instrument éminent de la démocratie. Éminent. Je peux émettre des réserves quant à la supposée inféodation qui peut s'installer par le mécanisme de la désignation des membres du Conseil vis-à-vis de l'exécutif. Vis-à-vis de l'exécutif, bien évidemment. Mais je voudrais dire que, en tout cas, le Conseil constitutionnel fonctionne dans un cadre statutaire réglementaire, donc s'approprie sa fonction, s'approprie sa mission, et ce serait éventuellement, du fait de ses membres, que de s'auto-inféoder, alors même que les textes de la République ne l'inféodent pas au pouvoir exécutif. Mais venons sur les enjeux pratiques plus évidemment. Si on regarde un peu aujourd'hui les avancées de la démocratie en Afrique, bon nombre d'auteurs, bon nombre d'experts vous diront que les juridictions constitutionnelles ont été pour beaucoup, n'est-ce pas,
aux avancées de la démocratie dans les États africains. Le Conseil constitutionnel aura un rôle éminemment important dans le champ des droits de l'homme et des libertés publiques, champ qui, de mon point de vue, cristallise l'essentiel, n'est-ce pas, de la dynamique, de la tectonique entre les différents pouvoirs. D'ailleurs, si les pouvoirs sont séparés, c'est pour mieux protéger la liberté des individus. Et nous sommes effectivement dans un contexte où, que ce soit par voie d'ONG, que ce soit par voie de presse, des récriminations sont faites chaque jour sur la violation des libertés fondamentales, sur la violation des libertés publiques, et garanties constitutionnellement par la Constitution du Cameroun. Donc le Conseil constitutionnel viendra éventuellement pour veiller à ce que les lois, on a eu le débat sur la loi antiterroriste au moment de son avènement, les lois qui sont prises au niveau des assemblées législatives soient des lois qui sont respectueuses de la liberté du citoyen lambda, de sa liberté d'entreprendre, de sa liberté d'aller et de venir, de sa liberté d'avoir une propriété, de sa liberté d'avoir une expression sous la forme associative, sous la forme de la communication sociale, sous la forme de toutes sortes de communications. Donc, le Conseil constitutionnel va consolider, de mon point de vue, consolider, n'est-ce pas, les libertés publiques au Cameroun, dans la mesure où, éventuellement, certains actes pris au niveau de l'organe législatif pourront éventuellement, et même au niveau des autorités administratives, on connaît tout le contentieux qui est généré par les sous-préfets, le contentieux, n'est-ce pas, de la liberté d'association, le contentieux de la liberté de réunion, éventuellement le contentieux des manifestations. Le Conseil constitutionnel pourra, à l'occasion d'un litige par un contrôle indirect, n'est-ce pas, éventuellement dire à la juridiction compétente que, éventuellement, l'acte qui a occasionné le contentieux est anticonstitutionnel parce qu'il viole les libertés fondamentales. Alors, du coup, Jean-Baptiste Sipa, on se met à rêver d'une histoire où un projet de loi préparé par le gouvernement, introduit au Parlement et adopté par les deux chambres, promulgué par le président de la République et déclaré anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel. Bon, beau rêve, non? Ça, c'est la grosse épine sous le pied du peuple camerounais. Mais avant de répondre à ça, je voudrais que les enseignants qui sont en face de moi me permettent de faire quelques petites observations s'agissant du rôle de l'intervention du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est un conseil alors que ça aurait pu être une cour. Je crois qu'on comprenne ce que je veux dire. Absolument. C'est bien. Voilà. Le Conseil ne peut intervenir dans les abus des sous-préfets que s'il est prévu que ce Conseil connaît les litiges des cours administratifs. Oui, oui, parce que ce que vous dites, c'est les cours administratifs. C'est par un contrôle indirect. C'est le contentieux administratif. Si, c'est prévu par un contrôle indirect. Ok, d'accord, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que le juge administratif va, si éventuellement c'est un parti politique qui dit effectivement que le fondement sur lequel le sous-préfet se base est anticonstitutionnel, et puisque le juge administratif n'est pas le juge de la Constitution, il est obligé de s'en référer au juge constitutionnel. Oui, sauf que seul le président de la République a la saisine du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je vous parle d'une saisine indirecte à travers les juridictions. Voilà. Parce que une matière constitutionnelle devant le juge administratif est une question préjudicielle. Ok, pour ne pas abuser de nos électeurs, on va cesser ce débat parce que on pourrait poser la question de savoir pourquoi est-ce que tout devrait être indirect dans un pays où on dit que le peuple participe. Mais je voudrais dire au professeur Somba que lui rappeler ce que disait De Gaulle. On gouverne par des symboles. Si un chef ne sait pas gouverner par des symboles, il est incompétent. Le fait d'arrêter le magistral Paul Aya en violation du code pénal, non, laissons tout le droit. Parlons d'un code pénal, d'un code de procédure pour lequel le Cameroun a travaillé pendant 30 ans. N'est-ce pas? Et l'a adopté au forceps grâce aux pressions internationales et de la société civile, que ce code soit aussi violemment violé pour arrêter quelqu'un qui a pour profession de dire le droit et que on le mette en retraite précisément où tout le monde se base sur sa fonction pour démontrer qu'il est victime d'une injustice. Là,
le président de la République a manqué une occasion de gouverner symboliquement, c'est-à-dire de montrer aux Camerounais qu'il sait respecter les institutions qu'il a mises en place avec eux. Ça, c'est une chose. Bon, et ça, c'est un point de vue politique, hein, c'est pas un point de vue du droit. Voilà, donc, voilà, ok. Bon. Alors, maintenant, pour revenir à ce que pourrait faire ou ne pas faire pour nous le Conseil constitutionnel, je vais encore une fois convoquer la réalité que nous vivons. Et ça rejoint encore le symbole. Nous ne pouvons pas penser a priori que le Conseil constitutionnel sera davantage pris au sérieux que les institutions qui l'ont précédé, avec de très bonnes intentions, avec de très bonnes spécifications, avec de bonnes clauses, et qui, à ce jour, ne sont pas respectées. Nous ne pouvons pas présumer a priori que l'indépendance de ce Conseil sera plus respectée que l'indépendance de la magistrature, qui est un élément déterminant du processus démocratique dans un pays. La gestion de carrière d'un magistrat ne doit pas permettre la compromission de son indépendance. Alors, lorsque le président de la République préside le Conseil de la magistrature, qui doit nommer les magistrats, sanctionner les magistrats, féliciter les magistrats, imaginons humainement comment est-ce que ces magistrats, surtout qu'ils voient l'exemple de Aya Paul aujourd'hui, comme ils ont vu l'exemple du magistrat Slick qui, après une audience où il a pris une décision courageuse, je dois dire indépendante, reçoit une demande d'explication. Vous comprenez que ça, c'est des petites choses qui montrent que les discours que l'on nous tient sur le processus démocratique sont des discours alibi. Le Conseil constitutionnel a été institué en 1996 par la Constitution. Bon, les gens ont l'habitude de qualifier cette Constitution. Moi, je ne vais pas la qualifier parce qu'une Constitution, c'est quelque chose qui est perfectible. Mais cette décision a été prise en 1996. Nous sommes en 2017. Vous pensez vraiment que il y a une urgence aujourd'hui par rapport à cette durée-là pour que on crée un Conseil constitutionnel qui n'a pas pour objectif implicite simplement de servir d'alibi dans la proclamation des résultats des prochaines élections? Alors, sur cette question-là, Dr Issoumba, il y a effectivement, je veux dire quoi, au-delà du timing, qui est souligné ici par Jean-Baptiste Sipa, peut-être pour qu'on sorte effectivement de cette affaire-là, de votre point de vue, puisqu'on ne peut plus faire machine arrière, est-ce qu'au moins dans la désignation de ces membres-là, on peut réussir à corriger un certain nombre de choses et espérer avoir un Conseil constitutionnel qui soit peut-être à la hauteur des attentes? Est-ce que, de ce point de vue, je pose la question de façon plus simple, quel doit être de votre point de vue le profil de ces personnes qui vont être désignées au Conseil constitutionnel pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation semblable à celle qu'on a avec les autres institutions? Parce que, comme vous le savez, beaucoup estiment que la plupart de ces institutions-là ont été mises en place pour recaser des hauts commis de l'État qui sont restés loyaux ou fidèles au président Biya, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne fonctionnent pas de façon optimale. Duval, permettez-moi, avant de donner suite à votre question, de répondre au grand frère pour lui dire que peut-être tout à l'heure mon propos n'a pas été sérieusement bien servi. J'ai indiqué que le magistrat Paul Aya Biné, sur le plan de la légalité, c'est-à-dire que va à la retraite à 65 ans. Maintenant, les actes de prorogation
de son mandat sont des actes de pure faveur qui relèvent donc de la discrétion du président de la République. Peut-être c'est ce que les autres magistrats, comme il l'indique, ont bénéficié. Donc je dis bien, le président de la République a respecté la légalité. Bon, en tout cas, ce n'est pas ça le débat. Non, c'était juste le graphe m'a rassuré, puis il m'a dit qu'il le développait sur une dimension essentiellement politique. Alors, la question que vous posez m'amène... Le profil des magistrats, des personnes qui seront nommées au Conseil constitutionnel. Non, je parle de... Pourquoi on n'a pas le sentiment que c'est une autre structure pour recaser des has-been? Je parle d'abord d'un simple fait que les membres, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, je propose à ce niveau que, comme ça se fait sur d'autres cieux désormais, un peu comme en France, que ce conseil ne soit pas présidé par le président, mais par un haut magistrat. Comme c'est le cas en France aujourd'hui, ce n'est plus le président de la République, comme ce l'était à l'époque, qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, c'est plutôt un autre magistrat. Là, ça pourrait justement ça jette justement un flou sur l'indépendance. On ne peut l'évoquer que sur une indépendance relative. Parce que quand il est vrai que les membres du Conseil constitutionnel sont entièrement nommés par le président, vous voyez donc que ça remet en cause l'indépendance totale et absolue de ces membres. Je voudrais également évoquer, pour parfaire l'institution constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, il faut pouvoir indiquer que, comme ça se fait aujourd'hui sous d'autres cieux, la Guinée-Conakry, le Rwanda, les membres du Conseil constitutionnel sont élus. Pour les uns, par le peuple, pour d'autres, par les corps corporatistes et les avocats, par les corps constitués tels que les commissions nationales des droits de l'homme. Donc, les membres du Conseil constitutionnel, alors tout à l'heure, vous posiez la question sur leur profil. Le test est clair. On dit qu'ils doivent être des personnalités ayant une réputation, liée à la compétence, à l'intégrité, et ayant une réputation connue et établie. Donc, voilà les critères qui sont posés par la loi. Mais moi, je dis aujourd'hui que pour évoluer et rendre ce Conseil constitutionnel perfectible, autant mieux que tous ses membres doivent être élus. Pour cela, il faut modifier la Constitution. Oui, mais écoutez, Duval, je voudrais rebondir sur un aspect pour dire que, en fait, tout cela est fonction de la nature de notre régime politique, qui est un régime qui a un saupoudrage démocratique, mais avec une forte prééminence politique et juridique du président de la République. Ça peut donc le justifier. Donc, pourquoi on arrête, il faut aérer la posture du président et l'écarter d'un certain nombre d'institutions. Il faut donc qu'on révise la Constitution, on diminue les présidents, parce qu'en principe, le président est trop surchargé. Il est trop surchargé parce qu'on le voit sur une variante des rapports avec le législatif, où il nomme déjà sur les 70, sur les 100 sénateurs, il en nomme 30. Vous voyez donc qu'il a une forte implication dans le législatif. On voit également que l'ordre du jour, par exemple, des assemblées politiques est fixé par le gouvernement. On voit encore là une emprise de l'exécutif. Vous voyez donc qu'on a l'impression que tout part du président et tout revient au président. Or, il faut permettre au président de souffler en écartant, par exemple, parce que déjà, la bonne information... Vous utilisez beaucoup d'euphémismes. Hein, non, la bonne information... La bonne information, en fait, c'est que le président de la République est membre de droit du Conseil constitutionnel une fois qu'il est là. Absolument. Donc voilà une situation confortable pour le président de la République. Donc ça veut donc dire qu'au niveau de la fonction du Conseil constitutionnel, au-delà de sa fonction de contrôle de constitutionnalité des lois, je vais rejoindre mon collègue Zanga pour dire tout simplement que le Conseil constitutionnel aujourd'hui va affermir, va consolider la démocratie, puisque lorsque les droits politiques sont violés, il faudrait qu'intervienne avec rigueur, avec fermeté, le Conseil constitutionnel pour rétablir la démocratie. Vous gardez la parole, parce que ça vous permet de faire une comparaison. Oui. Vous croyez beaucoup au Conseil constitutionnel. Est-ce que le Sénat, qui a été mis en place en avril 2013, a répondu à vos attentes? Si vous faites le bilan aujourd'hui. Oui, je dois pouvoir dire, Duval, que sous d'autres cieux, pendant que nous on instaurait le Sénat, au Sénégal, par exemple, Abdoulaye a supprimé cette institution. Et donc vous avez la suppression. C'est bien compris, docteur. Non, attends, je finis, Duval. Ah, d'accord. Pour indiquer que moi, je suis d'accord. Peut-être qu'on peut remettre en cause la place du Sénat aujourd'hui. Mais moi, je vais prendre un aspect technique. Vous savez, comparaison ne peut tenir raison que si on s'appuie sur des grilles de lecture pertinentes. Je vais vous dire une chose.
le code pénal qui vient d'être, qui est en vigueur, vous vous rappelez que l'Assemblée nationale a laissé passer ce texte de manière intégrale, c'est-à-dire que sans le toucher d'un aspect ou d'un autre. Et c'est le Sénat qui est revenu dire, non, écoutez, on ne peut pas sur tel aspect accorder les immunités aux ministres et voir quel article, quel il y a un député de l'Océan qui a remis cette affaire en question. Comment il s'appelle? L'honorable... Oui, l'honorable le député, il n'est pas sénateur. Je dis bien ceci, dans la comparaison, le Sénat a quand même, on estime que c'est une chambre de vieillots, c'est une chambre de recasement. Mais moi je dis, compte tenu de cet aspect technique que nous venons de vivre par rapport au code pénal, moi je crois que j'ai foi à l'institution sénatoriale. Alors, je vous raconte une petite anecdote avant de continuer sur cette affaire en rapport avec justement l'adoption de ce code pénal. Quand je dis anecdote, en réalité, elle nous a été rapportée par le sénateur Pierre Famblon-Gayap, qui est sénateur, qui a relevé justement une incongruité sur la manière dont ce texte a été adopté. Il a indiqué que, alors qu'ils étaient au Sénat, lorsque le texte est arrivé au Sénat, cela a chuté à la commission des lois constitutionnelles. Il est membre de cette commission des lois constitutionnelles. Le texte a été examiné là-bas. Il y a des amendements qui ont été apportés au texte originel, qui ont été pris en compte. Il a soulevé deux exemples. Le premier exemple, c'était en rapport avec la filouterie de loyer. Le texte originel prévoyait 3 mois. Il a proposé 6 mois. Cela a été validé. Le deuxième exemple, c'était en rapport avec la production de faux médicaments. Je cite le docteur Gayap, qui doit regarder, et qui indiquait que le texte prévoyait qu'on punisse ceux qui vendent. Mais il estimait qu'on doit aller plus loin et chercher ceux qui produisent ou qui ravitaillent. Et ces deux amendements ont été acceptés. Mais lorsque le texte est arrivé en plénière, c'était le texte originel qui était revenu en plénière. Et les amendements qui avaient été pourtant acceptés et consignés dans le procès verbal n'ont plus été pris en compte. Est-ce que ce n'est pas là un exemple qui montre qu'au finish, le Sénat est comme une espèce de passoire, Jean-Baptiste Sipa? Oui, mais ça, ce n'est pas la faute de l'institution. Ça, c'est la faute des hommes. Ça, c'est la faute des personnes. Et c'est une faute... Qui compose l'institution. Oui, c'est une faute qui a... Vous faites la différence entre le contenant et le contenu? Oui, c'est une faute qui a deux origines, ou deux causes, si vous voulez. Il y a d'une part le formatage des gens. Vous savez que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui forment une classe des gens qui ont été non pas formés, mais formatés pour faire des choses précises. J'aurais même pu dire formatés et programmés. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'une des raisons. La seconde, c'est l'allégeance à ce que nous appelons trivialement ou vulgairement dans notre langage à la mangeoire. Ce sont ces deux raisons qui font en sorte que on se retrouve devant ce type d'incongruité. Ce n'est pas l'institution en elle-même. Parce que le comportement du sénateur est une question d'équation individuelle. Et on pourrait en dire de même des magistrats et des autres. Il y a une équation personnelle. Mais est-ce qu'ils ont des marges de manœuvre suffisantes? Précisément, des coulées franches. C'est ça que je suis en train de dire. Lorsque vous avez été formaté et programmé, vous devenez remote. Sur votre ordinateur, vous avez n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on pousse le bouton comme ça et vous fonctionnez. C'est ça ce qui arrive à la plupart de nos dirigeants, y compris ceux que nous croyons être nos élus. Ben, ce n'est pas nous qui les avons choisis. On nous les a apportés, on nous les a présentés et on nous les a fait valider. Parfois même de manière, parfois même à notre insu. Donc ces gens-là, ils ont des missions. Et je vais vous dire que ce soit au Sénat ou au Parlement, et je suppose que ce sera comme ça au Conseil constitutionnel, parce que c'est déjà comme ça à LECAM, c'est comme ça dans nos institutions. Nous avons affaire à une génération de personnes qui animent un système. Tant que ce système sera là, avec ces gens-là,
nous vivrons ce type d'incongruité chaque jour. Évidemment, il se pose la question de savoir quand est-ce qu'on en sortira. Mais en attendant que nous trouvions une réponse à cette question, nous sommes obligés de vivre ces choses-là comme ça. Parce que tout à l'heure, j'ai vu que vous avez parlé des institutions. Vous n'avez pas cité Elekam, seulement parce que vous pensez que là-bas, ça va très bien. Vous voyez, on met Elekam en place qui a une mission très précise. Et ces institutions ont un rapport avec la démocratie, avec le discours démocratique que nous présentons à l'opinion internationale. Alors, le Elekam doit organiser les élections, le choix des responsables. Mais Elekam est nommé par un chef de parti dans le rang des militants de son parti, parce qu'il ne peut même plus trouver des gens dans l'administration publique qui devrait être neutre, puisque cette administration publique a été politisée par le système et que ces tenants sont devenus des militants du parti. Quand vous voyez la presse parler de l'expression d'État-parti, ce n'est pas le fait de hasard. Quand un État est gouverné par un chef de parti et que tous les fonctionnaires, toute l'administration publique est confisquée par ce parti, bon, vous ne pouvez plus nommer des gens et compter sur l'institution où vous les avez nommés pour avoir une objectivité. Parce que pour que ça arrive, il faudrait que les individus qui sont nommés aient ce que j'appelle l'équation personnelle. Et ça, c'est le fruit d'un système éducatif qui n'est pas celui qui nous a fabriqués aujourd'hui. Alors donc, Marcel Zanga, finalement, comme le dit Jean-Baptiste Sipa, les institutions ne valent que par la qualité et le profil des individus qui sont chargés de les animer. Alors, quand vous le dites comme ça, moi, ça me permet de faire le distinguo entre, d'une part, les institutions et d'autre part, la doctrine des institutions, ou du moins la doctrine politique des personnes qui composent les institutions de la République. Et ce distinguo, de mon point de vue, est hyper important. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je reviens très rapidement sur le cas Poulaya-Bin. Vraiment, je le dis en passant, je suis tout à fait d'accord qu'on soit scandalisé par les conditions de son arrestation, mais je voudrais dire que c'est le quotidien du Camerounais lambda. Et j'aimerais aussi que pour la jeune femme qui brûle son poisson au bord de la route, ou je ne sais pas quel autre, que la société camerounaise soit aussi réactive dès lors que les droits et les libertés du citoyen, au nom du principe de l'égalité devant la loi. En réalité, pour vous, on est dans une situation de banalisation de l'injustice. Oui, et peut-être aussi une sorte de symbolisme qui consiste à dire qu'il faut une justice pour... on doit respecter les droits de ceux qui jugent de certaines prérogatives au niveau de la République et ceux qui n'en ont pas, si on bafoue pas, dès lors que les médias n'en parlent pas, ça ne sert à rien. Moi, je pense que maintenant, et ça revient un peu à ce dans quoi je voulais entrer. Alors, je me rends compte finalement que le débat que nous avons, c'est finalement un débat sur la nature de notre régime politique. Parce que finalement, il faudra qu'on revienne à la Constitution de 96 pour se demander quel est le type de régime politique que les Camerounais ont voulu avoir. Je ne voudrais pas réveiller, n'est-ce pas, tout ce qui sommeille derrière un tel débat, mais je voudrais prendre le point de départ de 96 pour dire que, bon gré mal gré, l'histoire constitutionnelle du Cameroun a voulu qu'au sortir des différentes consultations, que ce soit le texte constitutionnel que nous avons, qui travaille aujourd'hui les institutions de la République, qui soient mises en place. Je regrette d'ailleurs avec tous les Camerounais, et chaque jour au quotidien, je fais partie de ceux qui regrettent, des situations qui, de mon point de vue, donnent de notre pays une image, en tout cas au niveau international, une image qui n'est pas digne. Je le regrette aussi vigoureusement que je le dis, mais je voudrais dire que il y a au niveau du Cameroun un problème de travestissement des institutions par la doctrine, n'est-ce pas, des hommes, entre guillemets, politiques, n'est-ce pas, qui les composent. Le frère aîné parlait d'un certain formatage, je parlerai d'un conditionnement
conditionnement idéologique. Il y a des personnes qui, sans avoir, et il faut bien le dire, sans avoir été instruites, se donnent des libertés, parfois avec la loi, en pensant qu'elles font plaisir au régime. Il y a très peu, il y a certains cas, pour les avoir étudiés, où certaines décisions des autorités civiles, notamment des sous-préfets en termes, je parlais de ce contentieux des manifestations, qui n'ont pas été instruites et que des personnes se sont dit, bon, si je fais ça, ça va arranger le civil et l'équation personnelle revient et peut-être ça peut projeter ma carrière, alors même que ce n'est pas institutionnalisé, ce ne vient pas du système, vous voyez un peu. Mais ça participe de la doctrine des personnes qui composent les institutions. Et c'est cette doctrine sur laquelle il faut travailler. Une doctrine qui a été construite par des traditions, des us. Des traditions qui font partie de notre histoire et pas seulement de notre histoire constitutionnelle. C'est-à-dire que le Camerounais, en tout cas, tel qu'il a été façonné au travers des âges, est celui-là qui, éventuellement, lorsqu'il a une charge publique, estime qu'il doit utiliser sa charge en toute allégeance à l'autorité hiérarchique. Et quand je dis autorité hiérarchique, il ne s'agit pas du supérieur hiérarchique au sens administratif. Il s'agit éventuellement des mécanismes politiques qui servent d'ascenseur, de promotion sociale pour telle ou telle autre personne. Vous voyez un peu. Donc pour moi, c'est à ce niveau. Mais si on veut revenir sur la question véritablement des institutions, vous avez posé le problème du Sénat tout à l'heure. Je suis de ceux qui pensent que le Sénat est une très bonne institution. Je suis de ceux qui pensent que le Sénat est une très bonne institution. Je suis autant d'accord avec vous, encore que je remets les réserves pour dire que 2013-2017, on ne peut pas effectivement évaluer. J'ai été aussi scandalisé. Mon frère aîné et collègue a mentionné l'intervention du Sénat dans le cadre de la réforme du Code pénal en 2015. Même s'il faut souligner que, concernant l'anecdote que vous avez évoquée, constitutionnellement, l'Assemblée nationale n'est pas obligée, n'est-ce pas, de prendre en compte les amendements qui viennent du Sénat. Elle n'est pas obligée. Il n'y a pas une obligation pour l'Assemblée nationale. Non, je ne parle pas des observations faites à l'Assemblée nationale. Je parle des amendements qui ont été arrêtés à la Commission des lois constitutionnelles au Sénat. Au Sénat, justement, c'est ça que je dis. Dans un PV. Lorsque le Sénat... Et qui sont arrivés... Et qu'on n'a plus vu apparaître en plénière. Lorsque le Sénat fait des amendements, le texte est renvoyé... La commission constitutionnelle, la commission des lois constitutionnelles. Je suis d'accord. Je crois qu'il dit à l'intérieur même du Sénat. Oui. Du Sénat. Oui, à l'intérieur du Sénat. Les amendements ont disparu. Ah, ok, à l'intérieur du Sénat. Du Sénat. Oh là, ok, je n'avais pas compris. La commission des lois constitutionnelles du Sénat. Et puis la plénière du Sénat, c'est déjà que je parlais. Bon, au-delà, on a observé ce flottement, toujours en rapport avec cette loi-là, au niveau de la navette parlementaire, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a même entendu, il y a eu une gronde même des députés hier parce qu'effectivement on avait remarqué que ça allait dans tous les sens. Et donc, bon, là on peut souligner la question de l'immaturité, ou bien peut-être de la non-maîtrise des mécanismes du bicamérisme, peut-être. Bon, comme on est en train de faire peut-être l'expérience, peut-être que ça peut se comprendre. Je voudrais juste chuter rapidement, mais alors très rapidement, pour le Sénat, pour dire qu'on n'a pas fait attention, mais si vous regardez les textes camerounais, vous vous rendrez compte que le Sénat a un rôle éminemment important à jouer en matière de décentralisation. Et quand je dis décentralisation, vous voyez toutes les questions de développement qui sont aujourd'hui l'épine dorsale, n'est-ce pas, du Cameroun. Quand je dis décentralisation, vous voyez des questions de meilleure autonomie de certaines régions en raison de leur spécificité. Donc toute la question aujourd'hui qui fait jouer... Ça c'est dans la théorie, Marcel Zang. Non, c'est pas seulement dans la théorie, c'est le rôle des Sénats. Les sénateurs sont élus par des élus, ils ne sont pas élus au suffrage universel, ce qui signifie qu'ils tiennent leur mandat des élus locaux, qui peuvent donc, et sont les élus des collectivités territoriales. Qui sont les communes et les régions. Et dans le cas de 2013, on sait effectivement qu'on a dû faire un coup-circuit un peu compliqué. Oui, mais ça on n'est pas à son premier coup, donc. Juste une indication. Enfin, le Parlement, dans ces deux chambres, pendant que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées, l'Assemblée nationale représente le peuple. Bon, donc les collectivités font partie du peuple alors. Oui. Alors, Grégoire Kamkimo, sur cette question, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la production du Sénat? Lorsqu'on a mis en place le Sénat, certains estimaient que c'était quelque chose de très bien en regardant ce qui se passait ailleurs. Pour être élu au Sénat, il faut avoir 40 ans, je crois, au moins, à la différence de l'Assemblée nationale, où 23 ans, ça suffit, enfin, je crois. Et donc, on croyait avoir à faire un stage
une chambre des sages, de personnes qui corrigeraient un certain nombre d'insuffisances, d'immaturité au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant le bilan, vous n'avez pas le sentiment que le Sénat est un peu comme l'Assemblée nationale, sinon finalement, comme certains l'indiquent, juste une institution de recasement des anciens hauts commis de l'État? Je rappelle que sur les 30 sénateurs nommés par le chef de l'État, 9 sont des anciens ministres. Où est le scandale dans un système comme le nôtre? Avant d'y arriver, vous allez me permettre de faire quelques remarques. Je suis reconforté dans mes convictions à partir de ce que je viens d'entendre. Pour 3 choses. La première chose, les panélistes viennent de démontrer qu'au Cameroun, il y a la théorie institutionnelle et la pratique institutionnelle, qui sont 2 choses totalement différentes. La deuxième chose, je suis conforté sur le fait que les institutions que nous avons au Cameroun, comme ailleurs, ne valent que ce que valent ceux qui sont en charge de mettre en application ces institutions, de les réguler, de les animer. Et le critère d'évaluation de ces hommes, c'est quoi? Il y a le degré de moralité, il y a le degré de compétence, et il y a le degré surtout d'engagement dans le sens patriotique pour l'intérêt national. Pour l'intérêt national, c'est-à-dire du plus grand nombre. Est-ce que nos hommes qui animent ces institutions sont imbibés de cet esprit, préoccupés par ces différents critères? La réponse, chacun peut la donner. Pour ma part, c'est non. Il y a un élément capital. Je vais vous interrompre, mais peut-être pour mettre de la braise à votre pipe. Oui. En même temps, oui, est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer celui qui est chargé je veux dire quoi? D'évaluer. Non, enfin oui. Enfin, est-ce que celui qui est chargé d'évaluer évalue effectivement et prend des mesures correctives qui s'imposent? C'est peut-être une autre question. Mais justement, lui, il est le référent de ce que je viens de dire, c'est-à-dire la valeur des institutions dépend de la valeur de ceux-là qui sont chargés de les animer, y compris lui. La troisième chose, c'est quoi? Tout ce que nous venons de dire tourne autour de la nature, le type de notre démocratie. Quelle est la démocratie qui est la nôtre? Comment nous la définissons? Est-ce la démocratie théorique ou une démocratie pratique telle que cela se fait dans d'autres cieux et que nous sommes parmi les premiers à encenser ailleurs, tout en disant que nous aussi, nous en faisons autant lorsque nos exemples sont de loin et de loin à des années-lumière différents de ce que nous voyons un peu ailleurs. Voilà les 3 éléments qui me préoccupent. Quant au Sénat, le Sénat, en réalité... Peut-être une démocratie de vernis pour montrer patte blanche à la communauté internationale ou aux institutions financières internationales. Bon, peut-être avant d'achever, je vais lire un petit texte qui date de 2500 ans, de Périclès, lors d'une campagne électorale. Ça va nous édifier, parce que 2500 ans, ça correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Pour le Sénat, le Sénat aurait été une très bonne chose. Mais il y a quelque chose de gênant. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, pour des raisons beaucoup plus pratiques et pour des raisons suffisamment efficientes, afin de prouver que nous évoluons et que nous avons une certaine maturité politique, faire mieux qu'on a pu faire? Le Sénat, en réalité, c'est une chambre qu'on peut dire en appendice
de l'exécutif pour pouvoir donner un semblant de vernis à notre démocratie. Tout à l'heure, le grand frère a fait état des réalités qui se passent au niveau du Sénat. Le Sénat, c'est une institution qui épure les lois qui sont envoyées par l'Assemblée. Si le Sénat peut épurer et qu'en retour du Sénat, tel que cela a été décrit ici, on renvoie un texte écorné, c'est-à-dire à la limite identique à ce qui est sorti de l'Assemblée pour le Sénat, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, de votre point de vue, il faut revoir cela. Je voudrais rappeler qu'en rapport avec ce Sénat, justement, cela coûte 15 milliards, 200 millions de francs CFA aux contribuables chaque année. Peut-être qu'il fallait donc se limiter à ce que l'Assemblée nationale nous prend déjà. Encore qu'il y a, puisque vous parlez d'évaluation tout à l'heure, il faut peut-être interroger au niveau de l'Assemblée nationale aussi la question des micro-projets, la pertinence des questions orales et écrites aux membres du gouvernement, bref, toute l'action de l'Assemblée nationale ou du Parlement de façon globale par rapport au contrôle d'action gouvernementale ou, si vous voulez, de façon globale, au rôle même du Parlement dans notre pays. On va peut-être aller... Pour chuter, déjà le mode de désignation des sénateurs pose problème. Et en cela, le Sénat ne peut pas être une institution véritablement crédible. Alors quand on dit le mode de désignation, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont nommés. Mais ceux qui sont Ou bien nommés, parce que les sénateurs qui sont en poste ont été désignés seulement par les conseillers municipaux? oui, le Sénat, Les deux aspects. le Sénat aurait dû être une institution qui galvanise la démocratie dans notre pays. Si le Sénat avait tant soit peu une certaine légitimité populaire beaucoup plus approfondie, l'émission de l'exécutif pour la désignation des sénateurs écorne le pouvoir et la fonction du Sénat. Bon, alors, les sénateurs, on se souvient de cette grogne de juin 2015, où les sénateurs ne comprenaient pas pourquoi on avait ramené leurs émoluments de 1,3 million à 800 000. Bon, enfin, il était question, avait-on dit d'aligner cela sur les émoluments des députés. Alors, docteur Issomba, puisqu'on on va se séparer dans quelques temps, le procès qu'on fait au Sénat, on peut le faire aussi au Conseil économique et social. Ces jours-ci, on parle beaucoup de ce Conseil économique et social, avec notamment cette sortie du MINAT devant la représentation nationale. Il semble qu'il faut ressusciter le Conseil économique et social. Peut-être avant de penser à le ressusciter, il faudrait même chercher à savoir à quoi il sert. Est-ce que vous avez le sentiment? Justement, c'est une institution créée, je crois, par l'article 54 de la Constitution. Vous savez, avec les mouvements de démocratisation et de libération amorcés depuis les années 90, ces mouvements qui n'avaient pour autre finalité que justement de provoquer des mutations à la fois politiques, juridiques et institutionnelles. Et c'est par là que le Conseil économique et social est né au même titre que le Conseil constitutionnel. Alors le Conseil économique et social, c'est une institution qui est prévue pour des politiques publiques, pour, penser les politiques publiques économiques et sociales et les proposer au gouvernement. Or, vous vous rendez compte que depuis sa création, j'ai souvenance que de son président, à Jean-Luc, une fois quand il est quitté... Président depuis 1984. Ouais, dès qu'il est quitté de la fonction de Premier ministre à laquelle il assurait l'intérim, il a été nommé président du Conseil économique et social. Et je vais vous dire que quand j'ai reparcouru le décret du 16 septembre 1976, je me suis rendu compte de ce décret qui fixe le protocole et la préséance lors des cérémonies publiques organisées à la capitale politique. Je me suis rendu compte que après le président de l'Assemblée nationale, suit les anciens présidents, et après les anciens présidents, le Premier ministre, et après le Premier ministre, le président du Conseil économique et social. Donc cela veut dire que c'est une institution centrale de notre État, de notre pays, au fond du fonctionnement de nos institutions, mais qui est totalement effacée
et qui fait de sorte que... Effacé à l'image de son président. Enfin, je pose la question, je pose la question parce que... Enfin, je pose la question parce que il y a quand même cette... Excusez-moi, je revenais avec ces anecdotes qui sont bien connues, puisque la presse les rapporte. On dit que en février 2015, au cours d'une cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs d'État de la COPAX, la Commission de paix d'Afrique centrale, le délégué du gouvernement, Timi Ovuna, qui lisait donc le mot de bienvenue, avait oublié de citer le président du Conseil économique et social. Et il semble qu'à côté de cela, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas très souvent à l'aéroport dans le dispositif protocolaire lorsque le président part ou bien lorsqu'il vient. Donc, enfin, c'est pour poser la question. Vous voyez que j'ai fait très bien citer ce test du 16 septembre 1967. D'ailleurs, qui n'est plus très adapté avec la mise en place du Sénat aujourd'hui. Ce test n'est plus très adapté. Il devait être dépoussiéré. Ah oui, parce que je vais vous dire, c'est un communiqué spécial de la présidence de la République, je crois, du 4 juin 2015, qui est venu fixer, en fait, corriger en fait le protocole. Mais vous savez, un communiqué ne peut pas valoir devant un décret dans la hiérarchie des actes administratifs. Donc ça veut dire tout simplement que le président du Conseil économique et social, d'ailleurs, comme je viens de l'indiquer, qui a un positionnement efficace, efficient et surtout percutant dans la hiérarchie des institutions de notre État, est forcément, totalement ignoré du public. Et moi, je l'ai découvert justement parce que dans mes travaux de recherche, je me suis rendu compte que, tiens, il y avait un Premier ministre qui occupe aujourd'hui de manière, ostentatoire, le poste de président du Conseil économique et social qui est totalement ignoré du public. Jean-Baptiste, c'est pas, il semble que ce conseil doit avoir 150 membres. Oui, ça, vraiment, le nombre de membres m'importe très peu. Mais il semble que la plupart de ces membres, ils sont décédés, on ne les a pas remplacés. Moi, je n'en sais rien. Je ne veux rien savoir sur le nombre parce que ça, c'est... Monsieur Bia peut mettre 1000 personnes dans une institution. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait avec une institution. Alors, on dit que ce Conseil économique et social est chargé de représenter les principales activités économiques et sociales, de favoriser la collaboration des différentes catégories socio-professionnelles et de contribuer à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire représenter? Un conseil économique et social va représenter les catégories sociales, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire que les différentes catégories sociales font partie de ce conseil. Non, moi j'ai connu un conseil constitutionnel, celui dont parle le professeur Issomba, le conseil économique et social, qui avait pour rôle de documenter la politique économique et sociale du Cameroun. Et donc, qui pensait les éléments, qui élaboraient les diverses activités des politiques publiques au Cameroun. C'était ça le rôle du Conseil économique et social. Et en réalité, ce Conseil économique avait un rôle central, par exemple, dans l'élaboration des plans quinquennaux au Cameroun. Vous voyez, parce que pour élaborer un plan quinquennal de développement, il faut avoir des éléments économiques, des éléments sociaux, etc. Et c'est le Conseil économique et social qui avait la mission de faire cette collecte des choses et de les mettre à la disposition des experts du ministère du plan de l'économie et du plan pour rédiger les plans quinquennaux du Cameroun. Alors, le problème, c'est que nous sommes, depuis bientôt 40 ans, dans un système où les hommes forts se sont substitués aux institutions. Donc, les institutions, on n'en fait rien, sinon meubler les discours. Vous voyez comment un gouvernement qui parle de l'économie, qui parle de développement, qui parle de croissance, qui parle de démocratie, abandonne un instrument comme le Conseil économique et social avec son président. Donc, il a fait de ce conseil un cadeau à son ancien Premier ministre et il a dit, reste là-bas jusqu'à ce que je vienne te chercher un jour. Voilà les moyens de vivre. Or, il s'agit d'une institution mise en place par des Camerounais.
C'est pas la propriété. l'argent du contribuable. Mais bien sûr, c'est pas la propriété privée du président de la République. Il ne peut pas attribuer ça comme ça à quelqu'un et l'oublier là-bas. Et mon voisin de droite parlait de l'évaluation de l'évaluateur. Vous savez, un chef, ça ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas assez fort pour inventer un discours aussi subversif. Un chef, c'est quelqu'un qui sait ordonner, contrôler, sanctionner. Si tu peux ordonner et tu ne fais pas la suite, à la limite, bon, je ne sais pas si on peut vraiment pas dire que tu es un chef. Si tu peux ordonner, contrôler et refuser de sanctionner, tu deviens complaisant. Et tu fais de la permissivité et de l'impunité des institutions. Et c'est ça. C'est la permissivité et l'impunité qui gouvernent notre pays aujourd'hui. Alors, Martial Zanga, comme ça, le Conseil économique et social serait une maison de retraite pour certains hauts commis de l'État. La situation de notre Conseil économique et social est une situation préoccupante. Je voudrais indiquer que la pratique des conseils économiques et sociaux n'est pas une propriété camerounaise. Il existe, ce type de mécanisme de consultation existe au niveau international. Il y a un Conseil économique et social aujourd'hui aux Nations Unies, l'Union européenne en a un. Dans la plupart des États africains, il y a même d'ailleurs des associations. Il y a une union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États francophones, une union des conseils économiques et sociaux universels. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que c'est un instrument hyper important, n'est-ce pas, pour la croissance et pour le développement. Et la question du Conseil économique et social est d'autant plus intéressante dans un contexte comme le nôtre, parce que c'est un contexte où il y a une forte demande de bonne gouvernance. Il y a une exigence de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Il y a un taux de chômage alarmant. Il y a une question sociale incendiaire. Et donc, le Conseil économique social, en tant qu'organe qui donne des avis, qui fait des recommandations sur la politique économique, sur la politique financière, sur la politique sociale de l'État, se trouve un instrument hyper important, mais malheureusement abandonné depuis 1986. Parce que le problème du Conseil économique et social se trouve dans les textes qui le créent. Ouais. Le Conseil économique et social camerounais, contrairement à la plupart des conseils économiques et sociaux qui existent au niveau de l'Afrique, puisque la loi ne peut pas s'auto-saisir. Voyez, il ne peut travailler que sur saisine du gouvernement. Alors, et le gouvernement... selon la loi du 5 juillet 86 qui révise justement... Non, la loi de 2011. Ah, 2011, ok. 2011 le dit. Okay. Et si vous allez sur le site, je l'ai visité cet après-midi, sur le site de la présidence de la République, il est indiqué que le Conseil n'a pas été saisi depuis 1986. Oui. Alors, si le Conseil n'a pas été saisi depuis 1986 et qu'il n'a pas la faculté de sa propre saisine, comme la plupart des conseils, c'est-à-dire d'initier lui-même des études sur des thématiques d'enjeux en matière d'emploi des jeunes, en matière de transparence de la gestion des fonds publics, en matière de code électoral, en matière de lutte contre la corruption, en matière de code du travail. Vous connaissez le fameux problème du SMIC. Le Conseil économique social qui a une commission sur la consommation et la production, alors que des problèmes de consommation d'eau, tous les problèmes des consommateurs, les associations qui font dans le domaine de la lutte contre, dans le domaine de la conservation, de la protection des droits de consommateurs, se trouveraient accompagnés par une institution constitutionnelle, donc qui jouit de l'autorité constitutionnelle, pour avoir donné des avis, n'est-ce pas, et éventuellement orienter les politiques publiques, n'est-ce pas, dans le sens de ces avis. Mais le véritable problème, c'est effectivement que dans le travail du Conseil constitutionnel, il y a aussi le Conseil économique et social, autant pour moi, il y a aussi l'inertie de ses propres membres, dans la mesure où ses propres membres ne lui donnent pas la visibilité dont il a besoin. Ne donne pas la visibilité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas d'activité
public qui permet de connaître au moins ses missions, ses fonctions. Donc c'est un organe qui est complètement abandonné depuis 86 et dont la plupart des Camerounais aujourd'hui, si vous interrogez le Camerounais quotidien, nous ne pourrons même pas vous dire où exactement se trouve le siège. Bon, peut-être comme on a décidé de bâtir un nouveau siège, ça fait chaud gras dans la presse, mais personne ne peut vous dire où est-ce que cet organe éminemment constitutionnel siège. Pour un pays pauvre et en voie de développement qui aspire à l'émergence en 2035, ça fait froid au dos. Ça fait d'autant plus froid au dos que je me demande si le Conseil économique et social a été associé à l'élaboration du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Voilà ses missions. Je me demande s'il est associé à toute cette activité d'externalisation que le gouvernement aujourd'hui donne à des cabinets, et ça fait en sorte que les capitaux de la République se retrouvent dans des cabinets privés, alors qu'il y a une instance qui est alimenté par le budget de l'État et qui ne produit pas, n'est-ce pas, les missions de son cahier de charges. Normalement, qui est chargé de mener ses études pour éventuellement dire, voici éventuellement la voie, voici les orientations que le Conseil donne. Disons que la question même, et pour parler de sa nature même, c'est la question d'une autre forme de représentation des citoyens dans l'État. Au-delà de la représentation politique par l'élection, il faut également que les représentation des différentes catégories socio-professionnelles puissent participer de manière institutionnelle. Donc on n'est pas là dans le chemin de la société civile, n'est-ce pas? On est là dans le chemin d'une institution qui renferme en son sein des catégories de la société civile, puisque les ONG ont une place, les organisations de la société féminine, les syndicats, les salariés, mais malheureusement, comme vous le dites, 1996, 86, 2017, il y a de quoi pleurer. Et la parenthèse, c'est que ce 1986 correspond justement à l'abandon des plans d'ajustement structurel. Donc le début des plans d'ajustement structurel. Oui, donc le début du plan d'ajustement. Alors, messieurs, on sort de l'émission, on est ailleurs à la fin. Une question, une réponse en un seul mot, en titre de conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? On annule, on fait dissoudre ces institutions, bien la structure. Une question, une réponse, en titre de conclusion. Les institutions d'un pays sont les éléments clés de la fonctionnalité de ce pays, c'est-à-dire les repères sur lesquels on devrait jeter un regard et donner un avis positif ou négatif de la qualité de la gestion dans un pays. Et pour clore cet aspect, vous me permettrez de lire une phrase de Périclès il y a 2500 ans lors d'une campagne pour les élections dans... En 15 secondes, parce qu'on est à la fin de l'émission, on ne tenu pas... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: notre constitution politique n'a rien à envier aux lois de nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de tous et non d'une minorité. Notre régime a pris le nom de démocratie et ça se complète avec un autre discours tenu il y a seulement une vingtaine d'années par un politicien, Marcel Metdesch, qui dit: la démocratie est donc un régime politique dans lequel le peuple exerce lui-même sa souveraineté. Dans un régime pareil, les citoyens ne sont plus de purs objets du pouvoir, soumis à son arbitraire. Ils sont des sujets responsables et à des titres divers de ce pouvoir. Dans un régime démocratique, l'autorité n'est pas l'apanage d'une famille, d'un caste, d'une classe sociale, d'une tribu, mais du peuple dans son ensemble. J'aurais bien voulu que ce soit comme ça, que ce soit ainsi pour le Cameroun. Je crois que puisque ce thème aussi autour de la construction de notre démocratie, je vais souscrire au propos du professeur Yaoundé. Démocratiser, c'est introduire des nouvelles idées, c'est introduire des institutions fortes. Jean-Baptiste Sipin. Je dirais par rapport, puisque vous posez la question sur ce qu'il faut faire de nos institutions, je vais dire que tout dépend des objectifs qu'on assigne à ces institutions. Premièrement, est-ce que les institutions-là correspondent à une nécessité, à un problème qui a été identifié? Si la réponse est oui,
il n'y a pas de raison qu'on la supprime, qu'on les supprime parce qu'elles ne fonctionnent pas. La solution, c'est d'y mettre des personnes qui sont capables, qui ont la compétence, mais qui ont aussi l'engagement patriotique pour les animer dans l'intérêt général. Monsieur Zanga, tout ça. Je souscris entièrement à ce qu'on garde les institutions, mais qu'on les reforme et surtout qu'on réinvestisse dans la qualité des hommes, n'est-ce pas, qui les composent, que la formation de l'homme, de tout l'homme, soit au centre des politiques publiques pour que éventuellement les institutions, la mission des institutions ne se retrouve pas travestie par la doctrine politique de ceux qui les animent. Merci Martial Zanga d'être venu. Vous êtes enseignant, chercheur, vous êtes à l'université de Douala. J'aime bien vous présenter comme analyste politique. Merci également à vous, Jean-Baptiste Sipa, d'être venu. Vous êtes journaliste éditorialiste. Merci au docteur Louison Essoma d'être venu. Vous êtes enseignant à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. Merci également à Grégoire Kamkemo pour sa participation au débat. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 le débat. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.